Vous allez écouter une mini-série de podcasts consacrée à une institution vinicole qui produit un des meilleurs vins liquoreux, le Château de Fargues, qui aujourd'hui encore est en quelque sorte le cœur battant du terroir de Sauternes. Nous retrouverons notamment des acteurs prestigieux qui jouent un rôle important dans la réputation du domaine du château d'Yquem, dont l'histoire date du XVIe siècle. Il s'agit d'Alexandre de Lursalus, le propriétaire de Fargues, dont une lointaine ancêtre, Françoise-Joséphine, fut l'héritière de 6 générations de la famille de sauvages d'Yquem. Dans ces 3 épisodes, nous allons raconter ce que la famille Lursalus et ses équipes de vinificateurs ont réalisé pour faire de ce nectar, de cet élixir unique, une lumière bue, comme le voyait ainsi le romancier Frédéric Dard. Le luxe, pour moi, est un produit fait par l'homme qui a une histoire et une authenticité. Philippe de Lursalus, directeur général du Château de Fargues. Le seul vin qui déclenche un sourire spontané à table. Voilà ce qu'a dit un jour un des meilleurs sommeliers de France à propos de ce vin d'exception que représente à Sauternes le Château de Fargues. Un concentré de lumière, comme on dit ici. Avec son terroir rugueux, un climat changeant, alternance d'humidité, de brume, de soleil et de vent, la ferveur et la magie du lieu se confondent avec l'ambition, la volonté et le savoir-faire d'une famille qui, depuis 18 ans, s'acharne à faire d'un trésor local le fleuron de toute une région. La meilleure définition du vin, à mon sens, c'est fruit de la vigne et du travail des hommes. Il faut la nature et il faut l'homme. Il faut un équilibre entre les deux. Et donc, c'est cette complexité qu'on essaie de véhiculer. Fargues, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être les 3 P, le propriétaire, les pierres et le produit. Mais le propriétaire, au sens, l'équipe est propriétaire. 16e génération du nom, ça pèse sur les épaules ou ça donne une force pour se projeter dans l'avenir ? Je trouve ça plutôt libérateur. Si on est le second, il faut faire comme son père. Si on est le 3e, c'est encore plus compliqué, il faut faire comme son père et son grand-père. Si on est le 16e... il y en a eu 16, donc on pioche, on peut prendre ce qu'on veut. Ensuite, l'envie de continuer dans une certaine idée d'excellence, dans une certaine exigence, on l'a ou on l'a pas, mais ça se travaille pas. L'exigence, on la doit au travail de la vigne d'abord, aux grappes colonisées lentement par la pourriture noble, ce qu'on appelle le botrytis, qui dessèche les grains. La recherche d'une vendange idéale quand le nectar se concentre et se confie, cela à partir de 2 cépages, le sémillon à 80% et le sauvignon à 20%. Tout le vignoble est sur une sorte de plateau, la rupture de pente, avec un petit peu de sable et limon en surface sur 15-20 cm, et ensuite on est sur des argiles graveleuses. François Amiraux, directeur de production du Château de Fargues. Des argiles assez froides qui certainement confèrent cette dimension très tonique et très avec des acidités qui sont toujours présentes quel que soit le millésime, liées à ce sol froid qui va faire éponge, qui va permettre d'assimiler de l'eau sur l'hiver, qui permettra ensuite à la vigne de passer l'été sans encombre, même sur des années très sèches comme en est l'exemple de 2022. Même des jeunes vignes ne souffrent pas. Et le fruit va bénéficier de cette alimentation très régulière et gardera toujours cette fraîcheur et cette acidité. On va passer par tout un tas de fruits. Vous démarrez sur des fruits des millésimes jeunes, on sera plutôt sur du fruit blanc, de la poire, de la pomme,
quelques fruits un peu plus exotiques, de l'ananas assez souvent. Et puis la signature du botrytis va venir tout doucement, et là on va rentrer dans des gammes de fruits plus compotés. Et pour finir, on passera toute la gamme des fruits, et on arrivera même jusqu'aux fruits secs dans certains millésimes, ou dans certains derniers lots de certains millésimes, où on a vraiment la sensation d'arriver sur les noisettes et les fruits secs, les abricots secs, la figue sèche. On va passer toute une gamme de fruits au fil de la maturité du vin en fait, en bouteille. Vous savez, c'est une équation à plusieurs inconnus, hein, cette élaboration de vin liquoreux. On va travailler sur un équilibre final entre une certaine richesse en alcool, qui va donner plus ou moins de chaleur, bien sûr cette richesse en sucre, et l'acidité. Et un quatrième marqueur qu'on ne sait pas quantifier, mais qui est l'amertume. Cette amertume est essentielle et elle est toujours bien présente à Fargue, c'est la signature du botrytis. Et c'est cette petite amertume, douce amertume, qui peut faire penser par exemple à la peau de l'abricot, et qui va permettre au vin de s'allonger sur la finale, de gommer la puissance du sucre et de faire rebondir sur l'acidité et alors ou la fraîcheur un peu pain d'Élande sur un jeune millésime, ou au contraire sur des notes beaucoup plus poivrées, épicées sur des millésimes qui ont pris un petit peu d'âge. Les notes de safran sont très recherchées puisque c'est vraiment la signature parfaite d'une botrytisation parvenue au maximum de son travail. Et les grands millésimes, effectivement, ont ces notes safranées très, très typiques. C'est la recherche ultime, là. Particularité du château de Fargue, chaque nouvelle cuvée est millésimée, même s'il y eut quelques exceptions en 1972, en 1974, en 1992 et 2012. Autre exception, Fargue est connu pour être le dernier domaine en Sauternais à faire vieillir aussi longtemps ses récoltes année après année. 30 mois en barrique et 6 mois en bouteille. Durant cette longue gestation, on perd un important volume de vin qui se trouve absorbé par le bois des barriques, par l'élimination des lies lors du soutirage, par l'évaporation et les débordements aux variations liées à la pression atmosphérique. Régularité et qualité sont les maîtres mots du vendangeur et du producteur pour obtenir un rendement faible, soit 1000 bouteilles à l'hectare, soit un verre par pied. Alexandre de Lursalus, propriétaire du château de Fargue. En quoi le vin de Sauterne conduit à l'apothéose du goût ? Si je me mets dans l'esprit de Frédéric Dard, il avait toujours, paraît-il, une bouteille, en l'occurrence, je crois que c'était de Lychem. Et c'était donc son vin favori. Je l'ai reçu un jour. Et alors il s'est arrêté à 6 pas en me disant d'un air grave, « Monsieur, si j'étais le pape, je baiserais ce sol. » Donc voilà sur le terrain sur lequel j'ai commencé la conversation. Donc il aimait beaucoup ce vin. Je crois que c'est à l'occasion d'un livre, il y a très longtemps. On avait interviewé Frédéric Dard et qui en avait dit justement cette citation que vous avez eue. C'est assez caractéristique d'amateurs qui sont vraiment des passionnés. Quand vous découvrez la nouvelle cuvée, par exemple, comment vous vous préparez justement à ce calice ? C'est une des épreuves qu'on a au début. Un nouveau vin, un nouveau millésime, on le regarde sous toutes les faces, c'est-à-dire qu'on regarde une barrique, puis une autre, et on essaye de faire des opinions, et puis ensuite on essaye de faire un assemblage, et d'essayer d'être à la fois critique et puis positif. Et d'autre part, on veut se débarrasser de ce qui est négatif. Donc c'est un espèce de compromis
on n'a pas très envie du compromis, mais il faut rester réaliste. Donc il y a un moment, il faut trancher. Comme dans toute cette élaboration, au moment de la vendange, c'est une espèce de course. On choisit les journées de vendange, on choisit la météo, qu'elle soit propice, et puis on y va, on engage les vendangeurs, et puis il se met à pleuvoir, donc on arrête et on leur dit... Et puis dès qu'on peut, on reprend, bien sûr, mais c'est un petit jeu très excitant et lancinant. Le temps coule, l'argent aussi. Il faut absolument arriver à obtenir quelque chose. Bon, bien sûr, on peut envisager de ne pas faire un millésime, mais c'est quand même pas l'objectif. Vous venez d'entendre le deuxième volet d'une mini-série consacrée au château de Fargues, à son histoire, au travail passionné d'une équipe dédiée aux plus réputés des vins de Sauternes. Nous remercions chaleureusement les différents intervenants, Alexandre et Philippe de l'Ursalus, ainsi que François Amirault. Entretien Gilles Brochard, production Covenant Podcast. À très bientôt pour un prochain épisode.